Washington and talk about their UFO sightings, but this apparently is no crackpot convention. Former high-level government and military officials are among those. Depuis le 15 janvier 2009, le gouvernement américain a commencé à déclassifier les dossiers sur les ovnis, qui étaient restés longtemps classés secrets d'État, assurément à cause des pressions venant des apparitions répétées des ovnis dans notre ciel. En effet, dans un certain nombre de pays comme le Mexique, le Canada, la Russie et l'Australie, de nombreuses apparitions d'ovnis ont été observées, et elles se multiplient de jour en jour. On devrait se demander, pourquoi ces excursions? Que cherchent les occupants de ces engins dans notre espace terrestre? Et pourquoi étaient-ils toujours intéressés à la Terre? Car il y a eu depuis des temps très reculés ces vols de reconnaissance sur toute la planète. À ce niveau, une explication plausible se trouve dans les mythologies et les cosmogonies de plusieurs peuples anciens. Pour Éric Saint-Élus, un chercheur haïtien, la mythologie est le prolongement de la science moderne. Les chercheurs scientifiques qui veulent, n'est-ce pas, comprendre les faits du passé, ils n'ont pas de choix qu'aller au-delà de l'histoire. C'est-à-dire, ils doivent aller dans la mythologie et la cosmogonie. Il y a des méthodes simples de tirer l'histoire de la mythologie. C'est faire, n'est-ce pas, une investigation méthodique à travers l'oralité, les artefacts et les fossiles. Lorsqu'on rassemble les données compilées dans les cosmogonies et les mythologies de grandes civilisations telles les Sumériens, les Mayas, les Sémites, nous remarquons que l'humanoïde, à maintes reprises, a été génétiquement modifié pour mieux répondre aux exigences des visiteurs de l'espace et s'adapter à des activités quotidiennes. En outre, loin de vivre indépendamment avec leur libre arbitre, une réorganisation de leur société leur fut imposée. Par contre, il est évident que ces civilisations anciennes avaient bénéficié de la présence physique de ces ingénieurs et techniciens venant des exoplanètes, notamment du transfert de technologies qui les éleva à un haut niveau de développement. Cependant, la gestion des ressources de la planète et des habitants de la Terre laisse entrevoir que ces administrateurs, selon toute évidence, étaient en désaccord. Autrement dit, ils n'arrivaient pas à dégager un consensus sur l'essentiel. La cosmogonie sumérienne laisse transpirer cet état de conflit qui perdure aujourd'hui encore. En effet, depuis les temps reculés, après des négociations, les factions extraterrestres ont délimité la planète Terre en créant 2 zones d'influence. Le collectif intraterrestre a pris en charge le monde d'en bas et a construit des bases souterraines dont la plupart de ces fortifications sont accessibles par voie maritime. Ces voies d'accès sont gardées sur haute surveillance utilisant une technologie inaccessible et inconnue par nos scientifiques modernes. Tandis que l'autre faction, les extraterrestres, influence le monde sensible que nous connaissons, et par conséquent, leurs bases sont situées en dehors de l'atmosphère. Toutefois, par la suite des temps, il y eut violation des limites fixées, et graduellement les frontières s'éclatèrent. Le collectif extraterrestre, siégeant en dehors de la Terre, ayant la supériorité numérique, planifie une intervention, utilisant la force pour résoudre ce problème. La planète dont parlent les Sumériens, Nibiru, peut aussi être assimilée à un vaisseau gigantesque. Comme dans la croyance sémitique, les judéo-chrétiens attendent l'arrivée d'une structure cubique, gigantesque, mobile, dont la taille est comparable à une grande ville, et qui sera sans équivoque la base principale des interventionnistes. Pour les Sumériens comme pour les Mayas, leur gestion du temps repose sur le concept de cycle qui est fractal. Le postulat « il n'y a rien de nouveau sous le soleil » implique que tout se joue et se répète inlassablement dans une palingénésie barbante. Car à chaque cycle, les mêmes événements se répètent. Très souvent, la fin d'un cycle est caractérisée par des catastrophes provoquées par l'impact brutal de guerre, tandis que le prochain cycle débute avec une restauration de l'environnement et l'établissement d'un nouvel ordre planétaire. Les acteurs impliqués dans les conflits majeurs, lorsqu'ils auront à intervenir, ils agiront selon un plan qui tiendra compte des conditions astronomiques. Ils ne laisseront rien au hasard, prenant en compte toutes les données de la zone d'intervention, notamment le poids gravitationnel exercé par les corps, les flux magnétiques, l'orbite elliptique des astres en dehors de notre système solaire, et même les zones de turbulence de la galaxie. Dans le cas des Juifs, il nous semble que les différences sont quasi inexistantes par rapport aux Sumériens. En effet, Juifs et chrétiens s'harmonisent sur le fait qu'il y aura une intervention massive de l'armée. Leur mythologie est dominée par des êtres célestes, structurés et organisés en armée.
Il est dit que l'armée des cieux, de manière permanente, est mobilisée pour faire des interventions ponctuelles. Dans le livre sacré des Juifs, la Torah, il est dit que l'Éternel passe en revue l'armée qui va combattre. Les raisons de l'intervention sont les mêmes pour les Sumériens, à savoir la terre. La terre où la vie est manifeste semble être pour le collectif d'en haut un enjeu de taille. C'est que dans la croyance, dans la cosmogonie sémitique, le concept de l'armée est omniprésent. D'ailleurs, la Torah juive monothéiste appelle leur Dieu l'Éternel des armées. Leur porte-parole humaine appelée prophète, parmi d'autres directives, font état d'un plan de mise sous tutelle de la planète par les forces armées outre-espace. Il est donc évident que nous sommes dans une logique de guerre. Par conséquent, ces ovnis qui sillonnent le ciel et qui deviennent de plus en plus nombreux ont certainement une feuille de route bien précise, de sorte que les zones d'exploration sont préétablies par le haut état-major, et leur mission serait d'investiguer ou d'espionner. Les informations qui en découleraient serviraient à finaliser le plan en vue d'une grande invasion et une occupation de la Terre. Pour ce qui a trait à l'intervention proprement dite, 2 scénarios sont possibles. Scénario 1. Au cas où les interventionnistes extraterrestres trouvent de la résistance, la guerre sera totale. Et puisqu'il sera question d'opérations militaires d'envergure, l'emploi d'armes sophistiquées, high-tech, foudroyantes et redoutables, provoquera des séismes, tempêtes, tsunamis, et submergera la quasi-totalité des continents. Toutefois, cette planète importante et stratégique ne pouvant être abandonnée, sera restaurée. Les scientifiques outre-espace, notamment les experts en environnement, les biologistes, les experts en génie génétique, en un temps record, soit dans 45 jours, rendra la Terre vivable, confirmant ainsi le caractère fractal de ces événements. Scénario 2. Toutefois, en considérant plus d'un demi-siècle de préparation des consciences et des négociations avec les factions rebelles basées sous terre, l'option la plus plausible serait la dissuasion. En effet, au jour J, une intervention de caractère dissuasif aura lieu. Ce sera une démonstration de force, avec le déploiement massif de vaisseaux spatiaux, visibles à partir de toutes les grandes villes et d'autres endroits stratégiques. Pour plusieurs, cela provoquera un choc émotionnel sans précédent, voire mortel, notamment pour ceux qui n'ont pas su s'informer et sous-estimer les temps. Cet assaut final mettrait fin au siège de la Terre que les sublunaires ont pu tenir depuis environ 12 000 ans. Nous sommes des chercheurs et nous utilisons comme outil de recherche la logique discursive où se dissimulent les réflexions syllogistiques. De plus, nous empruntons volontiers les axiomes comme analyse de départ et faisons à l'occasion des citations pour corroborer diverses hypothèses. Donc leur origine serait extraterrestre.